Madame la sous-préfète, représentant Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du département, cher Michel, Monsieur le maire de Tarbes, que je ne vois plus mais qui est là. Oui, je vois son bras se lever. Monsieur le directeur régional de la Caisse des dépôts, Mesdames et Messieurs les élus municipaux, communautaires, départementaux, régionaux, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires des Hautes-Pyrénées, les 3 consulaires des Hautes-Pyrénées, mais il y a également des représentants du monde consulaire, du Gers, de la Lozère, Mesdames et Messieurs des Hautes-Pyrénées, mais aussi des 12 autres départements, parce que comme nous avons organisé aujourd'hui le Parlement de la montagne, il y a des Lozériens, il y a des Gardois, voilà, il y a aussi des Catalans, il y a des Lotois. Voilà. Aujourd'hui, donc ici à l'Énith, vous avez en fait l'illustration de la région Occitanie, des Pyrénées jusqu'au Massif central et avec bien sûr la Méditerranée. Merci Monsieur le directeur voilà, de nous avoir accueillis parce que, en effet, à travers ces vœux, cela permet aussi de faire connaître l'excellence de nos établissements de formation. Je dois l'avouer, les cérémonies de vœux juste en tant que telles ne sont pas ma passion, mais en revanche, je trouve, c'est pour ça que je les fais toujours en fin de mois, comme ça il y a plusieurs choses à dire sur le mois de janvier. Puis je trouve qu'à travers ces cérémonies de vœux, il faut savoir donner confiance, il faut savoir démontrer les réussites. Et ici, à Tarbes, l'Énith est une vraie réussite, c'est une pépite. Et il faut, dans ce monde souvent pessimiste, il faut savoir aussi parler des belles réussites. Et donc je tiens à vous remercier pour votre engagement et puis l'ensemble, bien sûr, de l'engagement de vos équipes. Alors très heureuse de vous retrouver à toutes et à tous pour célébrer voilà, cette nouvelle année. Alors c'est une première, la région qui célèbre ses vœux dans les Hautes-Pyrénées, et donc c'est un grand plaisir. Bien sûr, des vœux de santé, indispensables, sans la santé rien n'est possible, bonheur, réussite, d'avoir le goût de la vie pour vous-même bien sûr, et pour toutes celles et pour tous ceux qui vous sont chers. Alors des vœux itinérants pour être au plus près des habitants de l'Occitanie. Lundi c'était Nîmes et Montpellier, mardi Perpignan, donc ce soir Tarbes, demain Cahors et Toulouse. Alors je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées pour cet événement, parce que organiser des vœux dans un lycée, dans une école d'ingénieurs, c'est pas tout à fait l'habitude, donc ça demande aux équipes de s'organiser, aux vôtres et aux miennes également. Puis je n'oublie pas nos producteurs locaux, parce que nous sommes attachés à faire là aussi découvrir ou redécouvrir la qualité des producteurs locaux, le meilleur de l'Occitanie, sud de France. Et tout à l'heure, j'aurai le plaisir d'échanger avec vous autour de ce buffet, notamment préparé par les élèves des lycées Lautréamont de Tarbes, de l'Arouza à Lourdes, du lycée Adriana également à Tarbes et du CFA des Hautes-Pyrénées, là aussi à Tarbes, parce que nos jeunes ont du talent, et vous allez voir, tout ce buffet, vraiment dans tous ses détails, a été préparé par notre jeunesse. Alors certains d'entre vous savent la place particulière qu'occupent les Hautes-Pyrénées dans mon cœur et dans mon parcours. Dans mon parcours de vie, tout d'abord, parce que Commingeoise je suis, et donc ici je me sens aussi chez moi. Dans mon parcours professionnel, puisque j'ai travaillé ici pendant de longues années en Barousse, j'ai nourri de grandes amitiés, de celles qui nous attachent pour toute la vie, qui nous nourrissent même au-delà. Je pense bien sûr à François Fortassin, avec qui j'ai eu la chance de vivre une amitié, une fidélité de plus de 20 ans, et qui fut au-delà d'un président, un élu exemplaire, un ami fidèle et irremplaçable. Nous avons perdu cette année aussi, en 2019, un autre grand homme natif des Hautes-Pyrénées, en la personne de Louis Larraigne, qui incarnait aussi le fait régional, créateur du SAMU. Il avait l'esprit pionnier, l'accent rocailleux des Pyrénées, et le sens du service public chevillé au corps. Il restera bien sûr pour moi un modèle d'engagement, tant il incarnait parfaitement toutes les valeurs d'humanisme auxquelles je crois. Et puis, en effet, l'exemplarité, c'est notre ambition pour l'enseignement supérieur, ici à l'Énith, sur un territoire de montagne, un territoire rural. Et puis, rappeler que par la qualité de son enseignement, par ses liens fructueux avec l'école polytechnique de Toulouse,
par ses ingénieurs réputés pour la formation qui nourrissent les grandes entreprises industrielles de la région. Il faut rappeler que le PDG d'Alstom a fait les mythes. Et cette école joue un rôle majeur dans notre territoire régional. L'année 2020, elle doit être celle de la confiance retrouvée pour notre pays. En Occitanie, nous poursuivons nos efforts pour améliorer le quotidien des habitants et nous nous battons aussi pour préparer l'avenir, le rendre possible pour toutes et pour tous. Et pour cela, nous devons faire émerger un nouveau modèle de développement plus juste, plus durable. Et l'une des clés pour y réussir, c'est de rassembler. Être unis, être solidaires. La solidarité, c'est essentiel. Je tiens à rappeler mon attachement à la tradition d'accueil de notre région. Parce que sur le trajet, j'ai pris connaissance de certains événements qui sont passés dans la journée. Et je tiens à rappeler que notre tradition d'accueil, d'humanisme, elle est essentielle. C'est notre colonne vertébrale dans notre pays et en Occitanie. Et je suis contre la stigmatisation qui est faite par rapport aux migrants. Et je tiens à rappeler avec force mon opposition totale au fait que des enfants dans notre République française puissent être enfermés dans des centres de rétention. C'est en prenant cette voie de l'humanisme, toujours renouvelée, toujours affirmée, que nous ferons du progrès économique, social, écologique une réalité. Et cette voie que nous avons prise il y a 4 ans en Occitanie. Nous le constatons, notre pays est malheureusement divisé, fracturé, et nous avons à faire face à plusieurs crises. Une crise sociale, avec le sentiment que les inégalités se creusent, que tout le monde n'a pas accès aux mêmes avantages, la même mobilité, selon le milieu social ou selon le lieu où l'on réside. Puis nous devons faire face à une crise environnementale. L'urgence climatique, ce n'est plus un débat d'experts. C'est une réalité que nous vivons au quotidien, cette urgence climatique. Les inondations, comme la tempête Gloria dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales de la semaine dernière, ces événements climatiques qui sont abattus ici, voilà, de façon violente, cet été, dans le département, sont des phénomènes de plus en plus récurrents. Et les Cévenols qui sont là savent que les épisodes Cévenols ne sont plus limités aux Cévennes. Et donc nous devons là aussi agir. Et puis il y a une crise du politique. Elle n'est pas minimisée parce que le citoyen n'a plus forcément confiance en ses représentants. Et quand c'est le cas, c'est la démocratie qui est menacée. Et cette fracture, elle s'est traduite par des violences que j'ai condamnées à plusieurs reprises, dont ont été victimes certains élus locaux. Et je tiens tout particulièrement à rendre hommage à ces élus locaux, à ces élus municipaux, à ces maires qui sont les fondations de notre République. Il faut donc regagner la confiance. Et c'est en rétablissant le dialogue que nous y parviendrons. Et pour rétablir le dialogue, il faut écouter, être sincère et connaître le terrain. Et ce dialogue permanent, les élus s'y attachent quotidiennement. Je sais de quoi je parle, j'ai été maire d'une petite commune, Marteau-Tolosane, je suis tous les jours sur le terrain avec les élus de la région, partout sur le territoire, que ce soit ici à Tarbes, à Pierrefitte-Nestalas ou à Rennes-Marsous ou ailleurs, partout. Il y a des gens qui demandent à être respectés, et il n'y a pas de petites paroles. Nous nous battons donc au quotidien avec vous et pour vous. Alors, chaque échange avec un habitant est une richesse qui est bonne à prendre. Dans les Hautes-Pyrénées, en 2019, avec Michel Pellieu, nous avons eu le plaisir d'être, que ce soit ici bien sûr, à Tarbes, à Lannes ou à Lannemezan, chez Bernard Plano, pour pouvoir échanger avec les entreprises, bien sûr en Barousse, à Montbourguet, à Aubryon, à Puy-Ferré, à Dours, à Mingo. Et je n'oublie pas les pentes du Tourmalet que nous avons gravies ensemble. Cette proximité, nous l'avons également éprouvée par nos opérations citoyennes, comme la région est à vous, opération d'ailleurs que nous allons renouveler au printemps. Vous le savez, la première préoccupation des Français, et bien sûr des habitants de l'Occitanie, c'est l'emploi. Alors, depuis 18 mois, le chômage en Occitanie, dans les Hautes-Pyrénées, il baisse plus vite qu'en France. Mais pour autant, il reste élevé, il reste trop élevé. Et dans cette région, nous avons une situation paradoxale, c'est que nous sommes avec la région Île-de-France, qui a quand même 2 fois plus d'habitants que nous. Nous sommes la région, avec Île-de-France, qui crée le plus d'emplois. Mais pour autant, on a un taux de chômage élevé. Et cela s'explique parce qu'on a une attractivité démographique qui est très très forte. Chaque année, nous accueillons 43 000 nouveaux habitants. C'est l'équivalent d'Albi ou de Narbonne. Et nous, dans l'Occitanie,
pour que le chômage n'augmente pas, il faut créer 2000 emplois par mois. 2000 emplois par mois. Alors si on se compare à des régions de taille équivalente, c'est-à-dire Nouvelle-Aquitaine, notre voisine, ou Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, pour que le chômage n'augmente pas, ils doivent créer 1200 emplois par mois. En Hauts-de-France, pour que le chômage n'augmente pas, ils doivent créer 600 emplois. C'est-à-dire, la région Occitanie, elle doit créer autant d'emplois que les deux régions réunies. Et nous avons créé sur l'année 2019 plus de 27 000 emplois. C'est pour ça que le chômage baisse un peu plus vite en Occitanie qu'en France. Mais ce n'est pas assez, parce que dans cette attractivité démographique, ce sont des jeunes que nous accueillons. C'est différent, par exemple, de la région PACA, où il y a plus de retraités. Et pour accueillir toute cette progression démographique, nous devons avoir aussi une progression économique. Alors bien sûr, c'est une chance. C'est une chance, hein, dans un territoire où on perd de la population, cela devient compliqué. Mais cela nous oblige en termes de soutien aux entreprises, de formation pour répondre aux emplois non pourvus, et bien sûr un investissement régional élevé pour soutenir le bâtiment et les travaux publics. Donc concrètement, c'est une région qui est proche des artisans, des TPE, des PME, des grands groupes, des filières. En 2019, plus de 124 entreprises ont été accompagnées dans les Hautes-Pyrénées pour 5 millions d'euros. Depuis 2016, c'est 376 entreprises qui ont été accompagnées par la région et qui ont investi donc dans des projets. Et c'est le fruit d'une collaboration que je veux souligner entre, bien sûr, mes services, l'agence ad hoc, mais aussi les 3 chambres consulaires, Chambre de commerce et d'industrie, Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre d'agriculture, avec les associations d'entrepreneurs, avec les corps professionnels. Je ne peux pas tous, malheureusement, les citer, mais je tiens vraiment à les remercier pour ce partenariat. Et puis, nous devons aussi mener des combats difficiles avec les salariés. Je veux par exemple parler de ceux de l'usine de Toupneau à Lourdes. Il n'y a aucun combat perdu d'avance, alors nous avons mobilisé toute notre énergie dès l'incendie pour tenter de sauver l'entreprise. Et je veux ce soir saluer particulièrement la dignité des salariés de Toupneau. Face à un certain cynisme, les salariés sont restés dignes et sérieux, toujours prêts à bâtir un avenir. Puis rappeler que 70 emplois à Lourdes, n'est-ce pas, Madame le maire, c'est l'équivalent de 3000 emplois dans les métropoles. Il ne faut pas l'oublier. Alors, le développement économique, cela ne se décrète pas, c'est un travail patient et c'est un partenariat. Et donc, nous devons aider les savoir-faire locaux à se développer. Dans les Hautes-Pyrénées, un caractère industriel affirmé, c'est une chance. Ici, on n'a pas peur des usines et des ouvriers. On les aime, clairement. À Bagnères-de-Bigorre, nous avons soutenu dès son installation le site CAF, que je visiterai avec Monsieur le secrétaire d'État au transport le 20 février prochain. Rappelez que l'entreprise CAF a été aidée significativement par la région pour ses investissements. Cette entreprise a remporté le marché de 700 millions d'euros de construction de 28 rames intercités sur les lignes Paris-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont-Ferrand, ce qui induit 250 emplois directs. Et c'est pourquoi nous allons, bien sûr, la région aider à la formation des salariés, aux investissements complémentaires, afin que, en effet, les qualifications qui sont nécessaires, eh bien, elles puissent être portées par des habitants du territoire. Rappelez aussi que nous sommes en train de construire un pôle mondial de production ferroviaire de pointe, ici, dans les Hautes-Pyrénées, donc en Occitanie, parce que je tiens à rappeler que le futur train à hydrogène, c'est ici, à Tarbes, chez Alstom, qui va se construire. Et maintenant, ce sera l'expérimentation, et la première expérimentation en France, elle se fera en Occitanie, sur la ligne Montrégeau-Luchon. C'est à la limite des Hautes-Pyrénées. Et c'est parce que la région Occitanie a été la première à commander des trains à hydrogène. 33 millions d'euros. 33 millions d'euros. Et après, nous avons, avec Jean-Luc Gibelin, mon vice-président au transport, pris notre bateau de pèlerin. Et puis nous avons convaincu les autres présidents de région. C'est ainsi qu'il y a 14 trains à hydrogène qui sont commandés par plusieurs présidents de régions françaises. Et que cela permet de développer une filière du train à hydrogène. Parce que je le rappelle, le train, c'est le mode de transport le moins polluant. Et là, en plus, avec l'hydrogène, nous allons encore avoir une technicité d'avance et elle se fera avec des emplois en France. Et puis, bien sûr, c'est soutenir toutes les entreprises, les TPE, les PME, l'artisanat.
Et c'est pourquoi nous avons aidé une boulangerie à la Louvière. Cette aide, elle a permis aussi de créer 2 emplois. Il n'y a pas de petite création d'emplois, comme il n'y a pas de petites paroles, comme il n'y a pas de petits villages. Et puis, l'agriculture, l'agroalimentaire. Je rappelle, c'est notre premier secteur pourvoyeur d'emploi dans l'Occitanie. Ce n'est pas le tourisme c'est le deuxième. Le premier secteur pourvoyeur d'emploi, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Alors moi, je tiens clairement à soutenir nos agriculteurs. Parce que je trouve que cet agribashing, il est vraiment détestable. Parce que nos agriculteurs, ils ont du talent. Et ils font un boulot formidable. Et cette agriculture de la qualité qui a été choisie en Occitanie, il y a de ça plusieurs années, eh bien, elle mérite d'être récompensée. Et elle doit être récompensée en mangeant local. Et je ne sais plus quel Pyrénéen dit « nos emplettes sont nos emplois ». Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour me dire qui c'est? Ah, voilà. Voilà donc, on me dit que c'est Jean-Louis Casamance. Ah oui, c'est vrai. Hein, voilà. Mais oui, donc il faut consommer local. Et c'est pour ça que moi, en janvier, déjà on ne me dit pas en janvier, c'est le mois sans alcool. Moi, en janvier, toutes les semaines, je bois du vin. Voilà. Et on ne me dit pas le lundi, voilà, et on me dit pas le lundi, on ne mange pas de viande. Voilà. Je mange de la viande quand j'ai envie. Voilà. Et je mange de la viande d'Occitanie. Parce qu'il faut être très clair sur cette question de l'élevage. Nous avons besoin d'avoir des éleveurs et donc de l'élevage sur nos territoires, en particulier de montagne. Parce que le meilleur puits à carbone dans le combat contre le réchauffement climatique, le meilleur puits à carbone, ce sont nos terres pâturées. Et donc, pour avoir des terres pâturées, il faut avoir des bêtes. Et ça, c'est indispensable. Alors, en effet, il ne faut pas aller manger de la viande d'Argentine, et ainsi de suite, parce que là, bien sûr, le coût environnemental transport, il est catastrophique. Mangeons de la viande d'Occitanie, mangeons de la Gascogne, de l'agneau des Pyrénées, voilà, de l'Aubrac même, on peut aller même jusqu'à, voilà, hein, pas de souci, mais soyons, voilà, en soutien à nos agriculteurs et buvons aussi nos bons vins d'Occitanie. On a un panel qui est merveilleux, des Côtes du Rhône jusqu'au Madiran. Voilà, donc on a le choix. Je tiens à rappeler aussi que ce ne sont pas juste des paroles. Le budget de l'agriculture, depuis que nous sommes élus, nous l'avons augmenté de 40% pour aider plus d'aide sur le bio, sur les signes officiels de qualité. C'est absolument indispensable. Et même parfois, on a dû se substituer à l'État suite à des décisions gouvernementales sur les zones défavorisées ou sur le bio. Et nous sommes en train d'étendre donc la marque régionale Sud de France. Et Marie-Claire Huchamp y travaille là depuis quelques semaines. Elle connaît bien les Hautes-Pyrénées, elle aussi. Donc, rappelez que dans ce département, il y avait un temps d'avance sur la question de l'alimentation de proximité, sur des circuits territorialisés. Le président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées continue avec talent. Le précédent l'avait initié, toujours Casamance. Donc, nous avons la plateforme de produits alimentaires de proximité à Montbourguet, nous y sommes allés ensemble, Michel, Mangeons Happy, les salaisons pyrénéennes, pour leur site de production à Ibos, ou par exemple le projet de développement de la brasserie du Pays Toy à Sassis. J'aurais dû parler aussi de la bière, c'est vrai que maintenant des brasseries, il y en a de plus en plus. Et puis nous voulons aussi lever tous les freins à l'emploi, et parmi un des freins majeurs sur l'emploi, c'est la question des mobilités. Et c'est pourquoi nous allons mettre en place un dispositif, là, au mois d'avril, où nous allons aider les demandeurs d'emploi pour se déplacer quand nous vont faire des formations pour correspondre aux besoins de nos entreprises, parce que nous avons de nombreuses entreprises qui n'arrivent pas à recruter, et parfois les demandeurs d'emploi n'arrivent pas à faire leur formation parce qu'ils ont des problèmes de déplacement. Et bien là, nous allons faire un chèque transport, si vous préférez, pour nos demandeurs d'emploi, et puis aussi, nous allons travailler sur les stages. Ces stages qui sont essentiels en troisième pour l'orientation. Et bien souvent, nos jeunes n'arrivent pas à trouver de stage. Et souvent, c'est quand leurs parents n'ont pas de réseau, n'ont pas d'entre-gens. Et moi, je peux vous assurer que le nombre de personnes qui m'écrivent, qui me contactent au moment où il faut chercher les stages, c'est incroyable. En me disant, Carole, aide-nous, on n'arrive pas à trouver un stage pour le petit, pour la petite, c'est les parents, c'est les grands-parents, ça devient le problème de la famille. Et ça, c'est pas possible que ça dure dans notre pays, dans notre région. Parce que ça veut dire que pour ce jeune, son premier contact avec le monde du travail, c'est un refus, c'est une difficulté. Et on sait à quel point une jeunesse, combien elle est marquée par une difficulté. Au contraire, il faut démontrer que le monde du travail, en fait, c'est l'émancipation, c'est la découverte, c'est l'élévation. Et donc là, il faut donner un signal très positif. Et pour les parents, quand on n'arrive pas à trouver
un stage, on se sent dévalorisé dans sa fonction parentale. Et là, nous allons annoncer le dispositif qui demande une certaine organisation, mais qui prendra effet à partir de la rentrée 2020. Je disais les mobilités, je le sais, vous trouvez les travaux sur la ligne de chemin de fer Toulouse-Tarbes longs, embêtants, pour ne pas dire autre chose, mais 450 millions d'euros de travaux, là, ça ne se fait pas un coup de baguette magique. Et surtout, je me permets de vous rappeler que vous êtes la ligne, la seule, sur laquelle la SNCF investit vraiment. Voilà, donc, on ne va pas bouder notre plaisir. Je suis consciente des problèmes que ça pose, mais il faut être clair qu'on augmente ainsi le cadencement. Parce que, à la fin mars, nous allons augmenter donc, de 5 circulations supplémentaires entre Toulouse et Tarbes, c'est-à-dire nous augmentons de 30%. Et cela est possible parce que la voie est plus robuste. Parce qu'il faut être clair que la voie, elle était en grande fragilité. Et donc ces travaux sont absolument indispensables. Donc, complémentarité avec des 8 trains intercités qui va permettre de proposer, à partir de fin mars, une desserte donc Tarbes-Toulouse chaque heure, toute la journée et le week-end également. Et nous allons aussi mettre en place pour les bus une nouvelle gamme tarifaire à 2 € applicable donc sur toutes les lignes d'autocar du département. Et bien sûr, tout cela n'est rien s'il n'y a pas l'éducation. L'éducation, c'est le premier pilier de notre République. Alors, la région, elle a fortement investi pour rénover ses lycées. C'est bon pour nos jeunes, c'est bon pour le bâtiment et les travaux publics. Vous savez, moi je viens de ce secteur, j'aime construire, j'aime rénover. Voilà, c'est important, vous savez, pour que aussi on élève le citoyen, il faut aussi qu'on réhabilite, il faut aussi donner une fierté par le bâti, c'est absolument indispensable. Je ne vais pas lister tous les lycées que nous avons rénovés, avec par exemple quelques exemples, mais le lycée Jean Dupuis, plus de 10 millions d'euros, le lycée climatique René Bélière à Argelès-Gazos, 5 millions d'euros. Vous l'avez rappelé, les travaux que nous avons fait ici, donc, monsieur le directeur, je ne vais pas le faire pour l'ENIT. Et à la rentrée 2020, baisse du coût du transport scolaire pour les familles. Nous étions à un abonnement de 90 € par famille et par enfant. À la rentrée, nous baissons à 45 €. Et l'objectif, c'est 2021, la gratuité. Et cela est possible parce que nous faisons des économies avec cette grande région, mais j'y reviendrai. Un nouveau modèle de développement, ce que je disais, qui soit moins consommateur de terres agricoles. Il n'est pas question de tomber dans la décroissance, mais de consommer en effet moins de terres agricoles, c'est-à-dire savoir un peu mieux densifier, construire les dents creuses, réhabiliter du nombreux bâtis qui existent dans nos villes, dans nos villages, et puis consommer moins d'énergie, là aussi rénovation énergétique, développer les énergies renouvelables, je rappelle l'hydroélectricité, c'est absolument indispensable. Je suis partisane d'une écologie positive, une écologie du partage qui accompagne et qui n'est certainement pas punitive. Et vous le savez, nous avons aussi dans nos montagnes un nouveau modèle de développement à mettre en place. Ce Parlement de la montagne, nous l'avons créé en s'inspirant du Parlement de la mer que mon prédécesseur Christian Bourquin avait créé. Et c'est plus de 750 volontaires dans ce Parlement de la montagne qui a permis l'élaboration du plan Montagne d'Occitanie, Terre de vie. Nous avons plusieurs enjeux, les futurs programmes européens, et puis nous allons négocier aussi le CPER avec l'État, et nous avons déjà, avec monsieur le préfet de région, présenté une première stratégie régionale, et nous allons bien sûr continuer à travailler ensemble. Dans ce Parlement de la montagne, plusieurs idées, des initiatives, la création d'un groupement d'employeurs, le développement aussi de nouveaux modèles économiques de production d'énergie renouvelable, également des démarches d'identification géographique dans les domaines de la filière pierre. Rappelez que dans nos montagnes, nous avons des pierres, que même sur la construction pierre démontre aussi son impact environnemental qui est faible. Donc nous devons développer ces indications géographiques sur notre filière pierre. Alors bien sûr, que ce soit par exemple pour le Massif central avec le granit, mais ici, avec le marbre des Pyrénées, nous avons là aussi des sujets très intéressants à développer. Et puis, il y aura bien sûr de nouveaux sujets pour 2020, l'accès aux soins, la prévention. Nous lancerons d'ailleurs un grand plan santé sur l'année 2020.
Nous avons aussi souhaité mettre en place donc, des opérations exemplaires innovantes à travers le budget participatif dédié pour les acteurs de la montagne. Nous avons retenu 17 projets lauréats à partir de 8000 votes citoyens pour imaginer la montagne de demain. Je tiens à saluer les lauréats qui sont présents avec nous ce soir. Ce sont des illustrations concrètes et j'étais ravie en tant que montagnarde de voir la capacité de proposition, d'innovation, de se prendre en charge. En patois, mais ici vous le comprenez, mon patois, c'est porte-au-téni, c'est porte-toi-le, ça veut dire, c'est ça en patois. Donc, ma grand-mère, je lui disais, je veux être archéologue au Pérou, voilà, je voudrais être avocate. La même réponse, c'est toujours la même, travaille bien à l'école et porte-au-téni. Voilà. Et c'est ça, et là vous avez démontré tous les porteurs de projets, voilà, votre talent, votre capacité d'imagination, voilà, et d'initiative. Alors je vais citer quelques exemples. La SLCI Lacouménique pour améliorer l'accueil des travailleurs saisonniers en Vallée d'Or et du Louron, l'Office de la montagne de Luchon pour diffuser une pratique responsable des activités de montagne, le club astronomique du Viganais pour faire reconnaître le ciel étoilé du Parc national des Cévennes, également l'aménagement d'un bus mobile informatique pour aller au plus près des populations éloignées, parce que quand parfois on me dit la réponse, oui maintenant ça va être dématérialisé, mais attention, hein, je veux dire, tout le monde, savoir faire des textos, regarder Facebook, c'est une chose, hein, remplir des formulaires avec un ordinateur, c'en est une autre. Hein. Quand vous déclarez vos impôts sur le revenu, même moi, il y a des fois, je commence à trouver ça compliqué. Alors, il faut imaginer d'autres personnes qui n'ont peut-être pas la même agilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir aussi de l'accompagnement. L'association Grand Cosse Cinéma, dans l'Aveyron, pour promouvoir la destination Grand Cosse auprès de la filière audiovisuelle. Le collectif de la Fontaine Ronde, qui souhaite créer dans l'Aude une brasserie paysanne et culturelle en Pays de Sceaux. Normalement, c'est le pays de la patate, hein, mais là, voilà, on fait une brasserie paysanne. Ou par exemple, l'entreprise Chemdoc qui va installer une borne à eau solaire au lac du Salagon. Et puis, nous sommes dans les Hautes-Pyrénées et je tiens à vous présenter un projet qui est né dans l'idée. Dans nos idées et dans les conversations qu'on a eues dans nos réunions de travail avec Michel Pellieu. Alors tout d'abord, l'Agence des Pyrénées. L'Agence des Pyrénées, c'est la fusion de 3 structures qui existaient, la DEFO, la formation développement, la Confédération pyrénéenne du tourisme, présidée par Jean-Henri Mire, et puis le SIDA, qui s'occupe de tout ce qui est télécommunication. Nous avons décidé de réunir les 3 pour avoir un outil qui va permettre aux idées de pouvoir se réaliser de façon très concrète. Donc, nous venons de la créer, donc John Palassin en est le président, et nous allons vraiment pouvoir avoir une autre dimension, une autre transversalité qui sera indispensable parce que voilà, nos Pyrénées, elles ont du talent, elles ont des acteurs qui ont la niaque, et donc il faut, entre une idée et la réalisation juridique, financière, il faut avoir du conseil. Voilà. Et puis, il faut aussi avoir des investisseurs. Et c'est vrai que Michel, sur ce sujet, m'avait alerté, ça maintenant bientôt 2 ans, parce qu'on voyait bien que les investisseurs privés, on avait du mal à les attirer. À un moment, il faut être lucide quand on a des difficultés. Il suffit d'analyser la difficulté, et une fois qu'elle est bien analysée, eh bien, on surmonte la difficulté, on met un plan d'attaque. Le plan d'attaque, c'est donc une compagnie des Pyrénées, inspirée un peu de la compagnie des Alpes, mais sans en avoir les défauts. Voilà, c'est ça, c'est bien d'être parti après. Et là, nous en avons parlé donc, à la Caisse des dépôts, et donc son directeur régional, Thierry Raveau, qui est là, voilà, et qui a de suite dit banco. Et puis après, entre nous, on s'entend bien. Tous en Occitanie, c'est vrai, le pays du rugby, c'est le PAC. Bon, après, il faut aller parler à Paris. Voilà. Donc à Paris, c'est un peu plus compliqué. Mais nous avons su convaincre. Voilà. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, et que ce soit Michel,